y a eu des exécutions aux États-Unis qui ont été filmées et qui ont donné lieu à des manifestations par écrit, par les commentaires qui étaient mis en ligne, des manifestations de plaisir, de joie d'avoir assisté à la mort d'un homme qui était accusé d'avoir lui-même tué, par exemple. Est-ce que ça, c'est pas précisément un problème très contemporain que, de par la présence des écrans, des réseaux sociaux, qu'on ait un accès à la violence en direct sur son smartphone, en tout cas des représentations de la violence, est-ce qu'il n'y a pas ce risque effectivement de tomber dans ce que vous appelez la pornographie de la violence, d'être complètement... d'avoir quelque chose qui est très malsain finalement. Donc comment est-ce qu'on peut et on doit représenter la violence? Et là, je vais au-delà des chercheurs, c'est même dans le monde des journalistes, le monde artistique. Comment est-ce qu'on peut et on doit représenter la violence sans basculer dans ce côté, fascination un peu morbide, qui est une question qu'on se pose tout le temps en tant que journaliste. Qu'est-ce qu'on montre, jusqu'où, Et c'est des écueils dont parfois les journalistes sont accusés. Est-ce qu'il y a une manière de faire? Est-ce qu'il y a des critères? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, on parlait tout à l'heure de la jouissance de produire de la violence, mais il y a la jouissance aussi de voir de la violence. Et par exemple, il y a eu des exécutions aux États-Unis qui ont été filmées et qui ont donné lieu à des manifestations par écrit, par les commentaires qui étaient mis en ligne, des manifestations de plaisir, de joie d'avoir assisté à la mort d'un homme qui était accusé d'avoir lui-même tué, par exemple. Donc, et c'est ce qu'on a vu aussi avec la circulation par les soldats israéliens, des violences, des humiliations, des crimes qu'ils avaient commis à Gaza, qu'ils mettaient en ligne. Sur des vidéos qui circulaient très largement, qui devenaient même, il y a des articles dans Haaretz par exemple qui ont étudié la manière dont ces vidéos et cette présentation de soi par les soldats israéliens devenaient un argument dans des échanges amoureux, par exemple, pour séduire des jeunes femmes. Et puis, on sait que c'est des images des tortures subies par les prisonniers palestiniens dans les prisons et les camps israéliens, eh bien, passaient à la télévision avec des commentaires extrêmement enthousiastes de la part de journalistes et ensuite en retour de la part de ceux qui voyaient. Donc, il y a là quelque chose qui est un phénomène, effectivement. Mais comment est-ce qu'on en arrive là? Parce qu'il y a évidemment un phénomène d'indifférence générale à la violence qui est large, pour le coup, dont on parle plus, cette espèce d'apathie. Mais là, ce que vous décrivez, c'est encore autre chose. C'est vraiment une jouissance de la souffrance d'autrui. Et ça, qu'est-ce qui produit ça? Est-ce que c'est vraiment une déshumanisation de l'autre extrêmement aboutie, extrêmement poussée? Ce que vous décrivez est monstrueux, de jouir comme ça de la violence d'autrui. D'où est-ce que ça vient et comment est-ce qu'on l'empêche? Alors, il y a des théories que j'ai étudiées dans ce livre, qui sont des théories du côté de l'éthologie, donc l'étude des comportements animaux, et de la psychanalyse, et donc l'étude des pulsions humaines. Ce qui était très frappant pour moi, en comparant notamment les deux grands noms de ces deux disciplines, à savoir Konrad Lorenz et Sigmund Freud, c'était de voir qu'ils utilisaient, alors qu'ils sont a priori complètement à l'opposé du point de vue intellectuel, mais qu'ils utilisaient le même langage de pulsion et d'instinct, en essayant de chercher chez l'animal, non seulement l'éthologue le faisait, mais également le psychanalyste, en disant est-ce que c'est pas quelque chose qui appartient à la dimension bestiale de nous tous.
Et dans effectivement des pulsions de mort que l'on trouve chez Freud par exemple. Alors en sachant qu'il y a une différence très importante entre ces deux auteurs et ces deux traditions, éthologie et psychanalyse, qui est que pour les éthologues, c'est une bonne chose cette violence, parce qu'elle permet une sélection naturelle et un renforcement des plus forts. Donc, du point de vue des animaux, c'est quelque chose qui a, de leur point de vue, une justification, non pas morale, mais une justification d'espèce et d'évolution. Au contraire, pour Freud, il s'agit là de ce qui est, au fond, la noirceur de l'être humain, de son psychisme, qui se révèle de cette façon. Alors, personnellement, je situe mes analyses et mes travaux à l'opposé du spectre que ces deux auteurs représentent, c'est-à-dire que pour moi, la question d'une nature humaine qui expliquerait, les deux auteurs utilisent cette expression, d'une nature humaine qui expliquerait que la violence soit en nous tous, pour moi, il ne s'agit pas de contester cela, mais c'est une non... ça n'a pas d'intérêt de mon point de vue. Ce qui a un intérêt, c'est de voir comment, dans une société, on autorise, ou on facilite, ou au contraire, on protège de cette violence. En tout cas, le rôle des sciences humaines telles qu'elles ont évolué et telles qu'on comprend dans ce livre, désormais, c'est de décrire, de documenter des deux côtés, du côté des victimes et du côté des bourreaux, expliquer les mécanismes, c'est vraiment ça. L'objectif des sciences sociales, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec tout un tas de situations violentes à travers le monde. Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est dans finalement le destin des sciences humaines et des sciences sociales aujourd'hui d'être accusé de wokisme, d'être accusé d'extrême gauche, enfin, on sait qu'aujourd'hui les sciences sociales sont vraiment très très stigmatisées, de plus en plus stigmatisées, sont la cible des régimes d'extrême droite. Est-ce que ce n'est pas finalement, elles sont pas condamnées à être accusées de ça, dans la mesure où elles essaient de décrire les systèmes de violence, les systèmes de domination, et donc de désigner aussi des personnes qui commettent ces violences? Alors vous avez raison de souligner les attaques qui sont aujourd'hui faites contre les sciences humaines et sociales. Vous en avez fait les frais à titre personnel aussi, hein? J'en ai fait les frais, mais je dirais que plus largement, vivant une partie de l'année aux États-Unis, je vois à quel point les mesures qui sont prises et les restrictions qui sont faites dans les universités notamment conduisent à ce que des mots comme inégalité, comme discrimination, comme genre, comme race deviennent interdits dans les travaux de recherche. Alors certains continuent bien sûr à mener des enquêtes sur ces questions, mais les financements fédéraux et même souvent universitaires ne les accompagnent plus. Parce que moi, c'est l'impression que j'ai eue en lisant votre livre, c'est qu'on est parti on n'étudie pas cette question de la violence, c'est vraiment pas du tout assez documenté. Petit à petit, ça va de mieux en mieux, ça gagne en complexité, ça devient de plus en plus riche. Et là, j'ai la sensation que depuis pas très longtemps, finalement, on est en train d'aller dans l'autre sens. Alors, je parlais des États-Unis, mais bien sûr, on sait aussi qu'en France, il y a eu et il y a encore toute une campagne pour empêcher toute expression de réflexion autour des inégalités, des discriminations, des traitements différentiels à l'égard de certaines religions ou de certains groupes, etc., avec des accusations fantaisistes que vous mentionniez, de wokisme, etc. Le travail des sciences sociales, c'est un travail qui vise à comprendre et faire comprendre. Comprendre, ça veut dire que, on va essayer de donner sens à un ensemble de faits
qui peuvent être la violence, qui peuvent être les sentiments, qui peuvent être les émotions, qui peuvent être les rapports de pouvoir dans la structure, mais donc de les décrire comme vous le disiez, mais aussi de les comprendre, de voir quel sens leur est donné par les individus, mais aussi par la société plus largement. Et puis ensuite, ce qu'on pense avoir compris, le faire comprendre à d'autres, c'est-à-dire le traduire dans des livres. Alors, quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une façon de comprendre, et bien sûr, justement, ce qui est très intéressant dans les sciences sociales, c'est qu'il peut y avoir plusieurs interprétations des mêmes faits, et que c'est dans cette discussion entre des chercheurs et des chercheuses qui ont des analyses différentes que probablement une meilleure compréhension des faits va émerger. Donc ça, c'est la premier élément, c'est que au fond, notre travail ne doit pas consister, par exemple, dans la violence, à dénoncer la violence, parce que ça, les associations de droits humains le font, et des juristes et des magistrats le font, des politiciens le font, et c'est normal et des citoyens, bien sûr, plus largement. Mais en tant que science sociale, la contribution qu'on peut avoir, c'est cet élément de compréhension. Après, le second point, c'est celui de la critique. Je crois que aujourd'hui, ce qui gêne dans de très nombreux pays, c'est la démarche critique qui est celle d'une grande partie des sciences sociales. Pas toutes, il y en a qui sont très dans la complicité avec le pouvoir, et qui du coup réussissent à faire leur place auprès des gouvernements. C'est le cas en France, c'est le cas dans des pays encore moins démocratiques que le nôtre. Et donc, mais malgré tout, ce qui, je crois, fonde le travail scientifique en général. Ça peut être celui d'un physicien, ça peut être celui d'un chimiste, celui d'un biologiste, et donc celui d'un anthropologue ou d'un sociologue ou d'un historien, c'est d'avoir cet esprit critique, de ne pas accepter les choses comme elles nous sont données, mais d'essayer de comprendre ce qui, par exemple, peut être caché, ce que certains ont intérêt à ne pas montrer. Et donc ce travail de dévoilement, par exemple, eh bien, ça fait partie de ce que, lorsqu'on passe, comme je l'ai fait, 4 ans à étudier une maison, la vie dans une maison d'arrêt, et comprendre quelles étaient les relations entre les prisonniers et les surveillants, et tout ceci dans le contexte d'une société qui devient de plus en plus punitive. Eh bien, au bout de 4 ans, on comprend des choses que, évidemment, heureusement, ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une prison et qui n'ont pas étudié les politiques pénales françaises ou internationales, eh bien, ne connaissent pas. Donc c'est ce travail critique que nous essayons de mener et ensuite de transmettre. Et on comprend bien sûr que dans de nombreux cas, eh bien, ils ne plaisent pas à un certain nombre des acteurs qui sont impliqués dans ces pratiques. Mais la question n'est pas de plaire, mais vraiment d'essayer de gagner un peu en vérité. Non pas il n'y a pas de vérité absolue, mais de gagner un peu en vérité.